Merci de votre fidélité. Pour ce numéro, ça fait débat, vraiment une édition spéciale avec des thématiques spécifiques pour la vie nationale de la RDC, bien sûr. La RDC, État sans budget, RDC, État sans province, des tribunes, libre opinion d'Adolphe Mouzito, avec beaucoup de réactions. Ça a suscité beaucoup de réactions. Et la dernière, signée Jean-Pierre Kambila, inacceptable pour lui que des déclarations pareilles proviennent d'un ancien Premier ministre de Joseph Kabila, d'ailleurs, et ancien ministre du budget. Alors, ça fait débat. On va décrypter ce sujet, plusieurs facettes, les pour et les contre. C'est vraiment un débat scientifique, d'opinion, pour faire éclore la démocratie en RDC. Nous avons sur ce plateau M. Steve Kivwata, il est cadre du Palou. Merci d'être venu. Merci à vous. Et face à vous, le débat, c'est avec Jean-Pierre Kambila. Lui, il est cadre du PPRD, donc de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, merci de l'invitation. Ah, vous aussi, vous êtes partenaire allié au PPRD, à l'AMP? Effectivement, le Palou est allié à la majorité présidentielle. Et au milieu, Fumutoto, lui, il est initiateur de la troisième voie, donc des idées. Avec lui, Fumutoto, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci à vous de nous avoir donné le rendez-vous que nous attendions. En tout cas, comment expliquer un ancien ministre du budget et premier ministre honoraire peut-il affirmer haut et fort que son pays, la RDC, c'est vraiment un État sans budget, un État sans province? Je commence avec vous qui êtes cadre du Palou, M. Steve. Moi, j'ajouterais qu'en dehors du fait qu'il soit un ancien ministre du budget et un ancien Premier ministre, il est surtout un ancien inspecteur de finances. Donc, quand il dit ces genres de choses, il faut réfléchir deux fois avant de lui répondre. Et plus précisément, quand il parle de l'État sans province, les gens doivent savoir qu'une province est définie par les constitutions, plus précisément par les constitutions du 18 février 2006. Et quand il parle du budget de l'État ou de l'État sans budget, le budget de l'État est défini par la loi relative aux finances publiques de 2011. Donc il ne les dit pas ex nihilo. Je pense qu'au cours de l'émission, vous allez nous permettre d'entrer dans le détail pour vous dire qu'est-ce que le constituant considère comme étant province et qu'est-ce que les législateurs de 2011 considèrent comme étant le budget de l'État. J'aimerais y aller directement avec vous, vraiment en français facile, pour tous les Congolais qui nous suivent, parce que pour le millier de gens, une province, c'est cette superficie, l'appellation, les gouverneurs et les administrés. Les gens se trompent, parce que le constituant a voulu que la province soit une entité territoriale régionalisée. Vous avez dit en français simple, ça veut dire ceci. En principe, le pouvoir central devait transférer un certain nombre de compétences. Le constituant l'a dit, le pouvoir central devait le matérialiser. C'est-à-dire, aujourd'hui, le PSP, la santé, les affaires coutumières et l'agriculture devaient être de compétences exclusives de province. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Nous allons le démontrer. Aujourd'hui, il n'y a pas la loi sur la fonction publique provinciale. Les enseignants sont nommés par le pouvoir central. Au niveau même de médecins, ils sont nommés par le pouvoir central. Et aussi, le régionalisme constitutionnel aurait voulu que les provinces bénéficient de 40% de rétrocession. Bon, c'est vrai, à la Constitution, on dit la retenue à la source, mais de 40% de recettes à caractère national. Et l'honorable Mouzito donnait 6% de ces recettes à caractère national aux provinces. Aujourd'hui, on en donne 4% de recettes à caractère national aux provinces. Donc, ce qui fait dire définitivement à l'honorable Mouzito que ces provinces qui sont définies par les constitutions ne fonctionnent pas de cette manière. D'où, plus ou moins, elles n'existent pas. Elles existent certes comme étant de simples démembrements de l'État, mais non pas comme étant des entités territoriales régionalisées. Un point de vue. Alors, Jean-Pierre Kambila, vous êtes cadre du PPRD, également scientifique. Inacceptable pour vous que des déclarations pareilles proviennent d'un ancien Premier ministre, du président Joseph Kabila, et ancien ministre du budget de son État?
Non, je ne pense pas que j'ai utilisé où que ce soit l'expression inacceptable. D'accord. Hein, mais je me situe dans une position critique par rapport aux 3 textes du Premier ministre. Je rappelle que Mosito n'est pas seulement un quelconque inspecteur de finances, c'est le Premier ministre de mon pays, pendant longtemps et dans une époque importante. Et que c'est un homme qui non seulement a travaillé pour ce pays, mais a fait des grandes choses. Notamment, et je l'ai écrit, donc je ne me gêne pas de le répéter, Mosito, c'est l'homme qui a amené ce pays à ce qu'on appelle le point d'achèvement. C'est pas n'importe quoi. Mosito est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la stabilité de notre monnaie. C'est pas n'importe quoi. Et d'autres choses. Et il a montré sa sensibilité sociale, c'est-à-dire l'intérêt qu'il a à ce que ceux qui travaillent pour ce pays soient regardés d'un autre coup d'œil, c'est-à-dire les fonctionnaires. Et il a fait un geste. Donc, lorsqu'on débat directement ou indirectement avec un tel personnage, il y a des mots qu'on utilise et il y a une approche qu'on adopte. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre sa tête sur son oreiller et dormir. La réflexion, c'est une chose. La relation que je peux avoir avec un homme et l'appréciation que j'ai pour lui, c'est une autre chose. Alors, quel est mon problème? Mon problème est le suivant. Par rapport aux thèses actuelles du député Adolphe du Premier ministre, c'est que le Premier ministre a l'air de nous dire, puisque les provinces qui existent, le monsieur Kivata vient de le dire, ne sont pas encore au niveau de l'idéal tel qu'il s'exprime dans notre Constitution, ça veut dire qu'ils n'existent pas. Je dis, monsieur le Premier ministre, on ne peut pas s'exprimer comme cela. Parce que ce qui est dans une Constitution, c'est ce que nous considérons comme étant, j'allais dire, un idéal, le point où nous voulons arriver. Alors, or, le point que nous voulons arriver, ce n'est pas toujours le point où nous sommes aujourd'hui. Voilà ce que nous voulons arriver et nous y travaillons. C'est un processus. C'est un processus. Alors, est-ce que nous sommes en train d'aller vers ce processus-là ou pas? C'est un débat qu'il faut avoir. Il faut dire, dans ce processus-ci, voilà où nous en sommes. Pour vraiment y arriver, voilà les étapes qui restent et nous devons les faire. Ça, c'est un discours. Ça n'a pas été le discours du Premier ministre. Donc, voilà où je le critique par rapport à ça. Pour ce qui concerne le budget, la même chose. Parce que lorsque vous vous exprimez entre spécialistes, on peut se comprendre. Quand on dit « Ah non, il n'y a pas de budget ». Oui, je peux comprendre. Théoriquement, il n'y a pas de budget parce que le budget tel qu'il fonctionne chez nous ne correspond pas à la définition précise du budget d'une nation comme la nôtre. Mais en pratique, il y a quand même un budget. Oui, parce que théoriquement, au niveau de la doctrine, un budget national doit intégrer les budgets de toutes les autres structures. Jusqu'aux États-Unis. Voilà, ok. Nous, on ne le fait pas. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas de budget? Non. Le budget tel qu'il est là, c'est le budget comme il doit être dans l'idéal. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus. L'État congolais est en train de se mettre en place. Donc, lorsqu'on s'exprime par rapport à ces choses-là, il faut s'exprimer clairement. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'en fait, il n'y a rien qui se fait, tout est arrêté. Non. Je ne pense pas que ça a été l'intention du Premier ministre. Mais bon, nous sommes dans un débat politique. Parfois, on exprime les choses et les choses sont reçues de manière différente. Je vous pose cette question. Et ici, excusez-moi, juste une dernière fois, et sur le troisième article, c'est un peu la même chose. Nous voulons aller vers la décentralisation. La décentralisation. Déjà, nous voulons installer les provinces. Bon, nous n'allons pas installer les provinces, boum, par un clic, non. Nous allons y aller étape par étape. Étape par étape, ça ne veut pas seulement dire, faites 3 provinces d'abord, puis après vous faites... Non, ça peut dire, on déclenche la machine, on met les provinces en place, et petit à petit, on passe le pouvoir et on avance. Et ça, c'est la démarche actuelle. Parce que personne n'a dit que le 30 juin, la province du Kwangu, tout sera fait, tout sera construit, les écoles vont être gérées au niveau de la province, la chasse, les mariages, tout sera fait le même jour. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un.
Deuxième niveau de ma critique, c'est de dire, lorsque vous partez de ce paradigme-là, c'est-à-dire de dire que, ah oui, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que ça va coûter cher. C'est-à-dire que quelque part, on a déjà décidé qu'on doit tout faire, tout financer à la fois, et tout payer. Et c'est là où je ne suis vraiment pas d'accord. Et ça, c'est un piège. Et c'est là où j'exprime le plus grand regret de la part du Premier ministre. Parce que c'est un homme que je n'ai pas fréquenté, mais que je suis de loin, et je sais où se trouvent ses valeurs. C'est là où, du point de vue des valeurs, j'ai une petite bagarre avec lui. Parce que si les intellectuels de gauche, de cette trempe-là, sont déjà découragés, c'est-à-dire sont déjà entrés dans l'idéologie qui consiste, que j'appelle dans mon article en fait, la mentalité mercenaire, qui consiste à dire, ah, pour que je travaille pour ce pays, il faut que ce pays me paye bien. Ah, voilà. Il faut que j'ai une belle Mercedes, il faut que j'ai une belle Des villa, moyens qui doivent procéder l'action. Voilà. Là, je dis, il faut tozonga bien. Ça, c'est vrai. Vous voyez, il faut qu'on rentre à nos origines de gauche. De gauche. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure, monsieur Jean-Pierre Kambila. Fumutoto, vous êtes de la troisième voie. Quand vous avez lu les premiers ministres honoraires, quand vous avez lu la réaction également de monsieur Jean-Pierre Kambila, cadre du PPRD, comment vous avez situé, où est-ce que vous avez situé les débats? Adolphe Muzito cherchait-il à se positionner à l'aube des échéances électorales ou c'est juste un point de vue scientifique de quelqu'un qui connaît la vérité? Monsieur le journaliste, si on pouvait danser avec sa joie, et donc moi je danserais sur ce plateau. Et pourquoi? Vous savez, j'ai croisé mon aîné Jean-Pierre Kambila depuis 2007, quand j'organisais une série d'émissions sur TKM. Là, voilà. Et il m'a dit des choses, et je trouve qu'il était convaincu des choses qu'il me disait, et des conseils qu'il me prodiguait, en disant, tu as abordé la question par des idées, et donc on ne te retire pas, mais seulement ne sois pas orgueilleux. Là, voilà. Découvrez que le savoir existe, ce n'est pas toi qui l'invente, mais prépare-toi à bien les porter. Je crois que je répète ici ces phrases. Et alors, lorsque, depuis 2006, j'apparais avec un courant de pensée, et j'affirmais qu'à l'opposition, comme à la majorité, il n'y avait pas de parti politique, parce qu'il n'y avait pas encore de querelles au sens propre du terme. Parce que l'État est le produit des querelles des idées, et non des insultes, des bagarres, des contestations, des fanatismes et consorts, comme c'était le cas au Congo. Et j'ai commencé à cheminer, et je continuais, je ne m'imaginais pas me retrouver avec d'autres intellos qui prendraient position pour que désormais nous puissions apprendre à fixer notre pays. Pour la première fois, je reçois l'invitation du Palou lors des ateliers et on me donne comme thématique l'installation de nouvelles provinces et des ETD. Et vous avez trouvé tous les intellectuels congolais de tout courant et nous avons convergé de vue dans les ateliers du Palou. Quelques heures après, Adolphe Muzito publie la RDC, un État sans province. Je regarde la première phrase jusqu'à la dernière. Je ne vois pas à qui s'adresse si ce n'est qu'aux antivaleurs face aux valeurs. Je ne vois pas des insultes et rien d'autre que les idées et la problématique pour un autre Congo. Et surtout nouveau MEA. Deuxième tribune, la RDC est un État sans budget. Je vois l'argumentaire scientifique avec le diagnostic, la problématique et les propositions. Et troisième tribune, la question des élections provinciales et locales. Comment, si nous l'abordons de cette manière-là, nous allons finir à découvrir la faillite de l'État? Parce qu'il dit, la RDC est un État en faillite non déclaré. Il ne dit pas que si nous allons au découpage actuel, nous allons entraîner la faillite de l'État. Il n'est pas contre le découpage. Mais il dit, dans cette allure ici, le découpage qui est une bonne chose, d'ailleurs pour lequel je me bats, deviendra un moyen pour révéler la faillite de l'État qui existe. J'étais content. En tant que courant de pensée, nous avons accepté ces idées et nous avons commencé à les promouvoir. On lui reproche, quelques minutes après, s'il vous plaît, on lui reproche de mettre que des problèmes sur la table. Il ne propose aucune piste de solution. Je le professeur l'a dit à sa manière. Vous allez prendre la parole.
Dans toutes les tribunes que j'ai lues, à la fin de chacune d'elles, je voyais des propositions, des pistes de solutions. S'il y a une qui n'a pas eu de pistes de solutions, peut-être que je n'ai pas eu le temps de la lire. Deuxième élément de choc, je vois des gens, certaines personnalités de la majorité présidentielle ou certains militaires de la majorité présidentielle qui passent et répondent à une idée par les injures. J'étais choqué. Et je me disais alors, dans cette majorité présidentielle, il n'y a pas de cerveau pour répondre à une idée par une autre. Et sur le soft international, je vois signer réponse de Jean-Pierre Kambila Kankwende au Premier ministre Mouzito. Et j'ai lu l'intervention de mon aîné qui est en face de moi, du début jusqu'à la fin. Malgré son style ironique, je n'ai pas rencontré des injures, sinon que des contradictions sur le terrain des idées. Et monsieur, mon cher aîné, je vous ai félicité sur le plateau, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, je tiens à vous féliciter et je vous présente mes respects parce que vous venez maintenant de vous ajouter, ou toujours vous avez été comme ça, pour nous dire que fini les injures, entrons dans les terrains du débat politique, quittons la polémique politique. Une question à vous. Vous êtes de la troisième voie, un peu neutre sur ce plateau, bien sûr un acteur politique en RDC. En ces temps-ci, Adolphe Mouzito cherchait-il à se positionner? Je réponds directement. Adolphe Mouzito est déjà positionné parce que s'il n'était pas positionné, il ne serait pas Premier ministre, ministre du budget, député national. Il ne serait pas membre militant éternel du Palou. Alors quand on dit qu'il veut se positionner, mais déjà créer ou adhérer à un parti politique, c'est déjà depuis longtemps un positionnement politique. Et où est le péché? Adolphe Mouzito n'est pas, et il ne se positionne pas, il est déjà dans les positionnements politiques depuis longtemps. Donc dire qu'il se positionne maintenant, c'est mal analyser les questions politiques. Parce qu'il est déjà dans un parti de plus de 50 ans de lutte. Donc, et pour le millier de gens qui sont en train de nous suivre, il veut se mettre à la position du présidentiable. Mais voilà le problème. Fumutot aussi peut être candidat pour la République. Qu'est-ce qu'il a péché? Ah voilà, il est libre. Voilà. Donc, c'est pas ça le débat. Mais voilà où nous disons que tout en félicitant mon aîné Jean-Pierre Kambila, ce que je lui reproche en face, c'est d'avoir à composer une antithèse sans avoir bien voulu comprendre l'autre. Adolphe Mouzito n'a pas dit la RDC un pays sans province. Il a dit la RDC un État sans province. Et dans la réplique de Jean-Pierre Kambila, il aurait repris comme s'il avait dit notre pays n'a pas de province, notre pays n'a pas de budget. Il a dit notre pays, la RDC, un État sans province. Un État sans budget. Et maintenant, lorsqu'il dit que c'est inacceptable que l'ancien Premier ministre de Joseph Kabila puisse affirmer ça, je me suis dit, oh, mais pourquoi il peut entrer dans le terrain des idées sans respecter la rigueur des concepts? Le budget de l'État est défini dans la loi relative aux finances, chapitre 2. Et le budget de l'État, un texte commun qui inclut le budget du pouvoir central ou le budget du Premier ministre, le budget du pouvoir provincial ou le budget des gouverneurs, les budgets des entités territoriales décentralisées, consolidés, présentés au Parlement national et approuvés, c'est celui-là qu'on appelle les budgets de l'État. Quand Mouzito était Premier ministre, parce qu'il y en a qui disent, mais oh, il ne peut pas déclarer que la RDC n'a pas de budget alors que lui-même était ministre des budgets. Il n'a pas dit que notre pays n'a pas de budget parce que le pouvoir central a son budget. Les pouvoirs provinciaux ont leur budget, les entités territoriales ont leur budget. Mais nous manquons jusqu'ici les budgets de l'État qui est défini dans la loi relative aux finances publiques. Et ça veut dire, en d'autres termes, politologiquement parlant, les budgets du chef de l'État qui nous permet de voir le Congo dans sa globalité avec tout ce qu'il a comme charge, d'être et consort. Donc, Mouzito n'a pas dit que le pouvoir central n'a pas de budget. La RDC sans province, je chute par là. Il a dit la RDC un État sans province. Mais Steve l'a dit ici, monsieur le journaliste. La décentralisation est devenue comme une modalité de gestion politicienne ou politique qui consiste à créer des personnes publiques avec leurs compétences et ressources. C'est ça la définition de la décentralisation. Et une fois que les provinces sont définies dans le cadre de la décentralisation, il n'y a pas rétrocession, non plus transfert de compétences du pouvoir central aux provinces. Parce que c'est le constituant lui-même qui définit les ressources et les compétences du pouvoir central.
les ressources et les compétences du pouvoir provincial, les ressources et les compétences des entités des territoires décentralisés et les domaines de concurrence ou de cohabitation. Donc, il ne revient pas au pouvoir central de rétrocéder le pouvoir qu'il n'a pas, mais il revient au pouvoir central de donner, de reconnaître et d'accomplir les compétences et ressources du pouvoir provincial. Et Steve les a cités ici. L'agriculture, la santé, l'enseignement primaire et secondaire, l'investissement, affaires coutumières et autres. Le régime actuel, depuis 2006 jusqu'à présent, n'a jamais voulu... Est-ce que ça bloque le développement? Mais oui, parce que dans la décentralisation, le pouvoir central a les missions régaliennes, la sécurité, la diplomatie et consort. Mais quant au social et à l'administration et à l'investissement, c'est au pouvoir des provinces. Donc s'il n'y a pas décentralisation, il n'y a pas développement. Et donc en le faisant, ils ont violé la Constitution depuis 2006 jusqu'à présent. On revient à vous, Steve Kivuata. J'ai lu à cette tribune, quand le Premier ministre pense encore qu'on veut créer d'autres coquilles vides à l'instar des 11 provinces et autres ETD. Pensez-vous que vraiment les Bas-Congo, la province de Kinshasa, les Katanga soient des coquilles vides? Vous n'aviez cité que des provinces que l'on ne va d'ailleurs pas découper, donc elles ne peuvent pas être des coquilles vides. Mais d'ailleurs, je réitère effectivement le félicitations de Fumutoto à l'égard du conseiller Kambila, parce qu'effectivement, c'est un homme des valeurs. Tout ce que Fumutoto a dit, je pense que je le réitère au conseiller Kambila. Mais tout simplement, je dirais au conseiller Kambila qu'il s'y trompe, mais de bonne foi et heureusement. Parce que l'honorable Muzito est pour l'installation d'une nouvelle province. Parce que, un, c'est constitutionnel. Et deuxièmement, il donne un autre argument pour le Katanga. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on subdivise les Katanga en 4, il y a le Tanganyika et le Haut-Lomami qui n'ont jamais bénéficié de beaucoup d'investissements, qui seront rangés parmi des provinces aussi pauvres que les Bandundu, tandis que seul le Haut-Katanga et le Lualaba seront effectivement des provinces riches. Mais hier, quand elles étaient des simples districts, le pouvoir central n'allait pas se rendre compte qu'au sein du Katanga, il y a des inégalités. Il y a effectivement des écarts de développement. Mais aujourd'hui, quand ces districts deviennent de provinces, le pouvoir central peut s'en rendre compte. Et il dit ceci. Et c'est à vous de donner-nous cette précision pour les gens. Ils nous ont posé cette question. Lui, Adolphe Muzito, il veut qu'il y ait quoi dans un territoire pour qu'on puisse déclarer ce territoire province valable? Les anciens districts déclarés de province. Non, il veut qu'on respecte un certain nombre de préalables. Le plus grand de préalables, il dit on peut découper ou on ne peut pas découper, mais la première des choses, il faut décentraliser politiquement les provinces. Ça veut dire ceci, nous devons leur donner toutes leurs compétences. On a parlé des 4 domaines à compétences exclusives, mais il faut leur reconnaître ça. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir central construit les écoles, construit les hôpitaux, qui devaient en principe être des compétences de province, construit, fait de parcs agro-industriels sur le domaine de l'agriculture, qui devaient être des compétences de province. Aujourd'hui, le pouvoir central gère toute la somme pratiquement de rétrocession et ne rétrocède que 4%. En réalité, la vertu de la décentralisation, c'est de rapprocher les gouvernants de gouverner. Mais lorsqu'on le rapproche de gouverner, il faut leur donner tout leur pouvoir. Il faut leur donner toutes leurs ressources. Or, c'est ce qui ne se fait pas. D'où l'honorable Muzito dit, mais nous devons savoir que Kivu aussi a été découpé. Est-ce pour autant on l'a décentralisé? Le plus important entre les découpages et la décentralisation, c'est bien sûr la décentralisation. D'où il dit, ça c'est un de grands préalables. Deuxième préalable, et cette décentralisation sera facilitée par l'adoption de la loi sur la fonction publique provinciale. Depuis 2010, il l'a toujours réclamé. Et aujourd'hui, c'est 5 ans que ce n'est pas adopté. La loi sur la Caisse nationale des péréquations, c'est en 2010 qu'il les réclame dans son ouvrage Installation de nouvelles provinces, défis et contraintes. 5 ans après, ce n'est pas adopté. Est-ce qu'il est pressé? Non. Il parle du budget de l'État. Je ne sais pas si le conseiller Kambila peut considérer qu'une loi qui a été adoptée en 2011, eh bien, ça doit être un processus pour qu'on l'applique. Y a-t-il un problème de rassembler le budget de pouvoir central, de budget de province et de budget de ZTD? Pourtant, aujourd'hui, les pouvoirs centraux sans le budget de l'État
Quel problème ça suscite qu'on n'ait pas de budget de l'État? Le pouvoir central n'arrive pas à se rendre compte du déséquilibre de développement qu'il y a entre provinces. Est-ce que le pouvoir central sait que lorsqu'il donne 549 milliards de francs comme crédit d'investissement au Katanga, il n'en donne que 10 milliards de francs au Bandundu, et qu'en réalité... Est-ce que la répartition doit être équitable? C'est une des questions aussi que vous ne voulez pas le dire. Si la répartition tient compte de la capacité contributive de chaque province et du poids démographique... Ou des priorités. Mais effectivement, non, pas de priorité, il y a ces critères-là. Mais au pouvoir central, on avait donné un grand instrument, qui est la Caisse nationale des péréquations, dont l'honorable Mouzito demandait l'adoption depuis 2010. Donc en réalité, en n'ayant pas le budget de l'État, le pouvoir central ne se rend pas compte de déséquilibre de développement qui existe entre provinces, et n'ayant pas la Caisse nationale des péréquations, le pouvoir central laisse les provinces entre elles créer des déséquilibres tellement criants, et pendant que nous sommes dans un même État, nous avons la libre circulation, ça va créer des problèmes. Il dit, commençons par la décentralisation, ou soit faisons-la au même moment qu'on est en train de découper, commençons à voter le budget de l'État, adoptons la loi sur la Caisse nationale des péréquations qui peut permettre au pouvoir central de résoudre les déséquilibres de développement entre provinces, mais il considère déjà, parce que lui il dit, les recettes à caractère national c'est 6 milliards de dollars, Caisse nationale des péréquations c'est 600 millions, c'est déjà insignifiant. Et il anticipe, il dit, nous devons mettre en place un fonds spécial des péréquations qui devra mobiliser des ressources extérieures. Pourquoi? Parce que lui il dit, s'il aura consenti autant d'efforts comme Premier ministre en payant 59 millions de dollars par mois pour le service de la dette, et plus de 600 millions quand il avait 2 milliards de dollars comme budget de l'État, ou 3 milliards ou 4 milliards, enlever 600 millions et regarder l'effort qu'il consentait. Autre petite question. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas que le Premier ministre honoraire risque de tomber dans ces pièges, de vouloir à ce que les moyens précèdent l'action? Bien sûr que non. Il veut que la vision précède l'action. La vision, c'est quoi? C'est pas ce qui est en train d'être fait. Mais je vous dis que c'est depuis 2010 qu'il avait écrit qu'on adopte la loi sur la fonction publique provinciale. Aujourd'hui, les provinces fonctionnent avec des divisions urbaines de ministères centraux. Ils ont l'agriculture, mais ils ne nomment pas les agents de l'agriculture. Et ils n'investissent pas dans ces domaines. C'est les pouvoirs centraux qui gèrent leur argent comme crédit d'investissement dans ces 4 domaines à compétence exclusive. Ce sont de préalables. Il n'est donc pas contre les découpages parce qu'il en connaît la vertu. Aujourd'hui, les Katanga, en termes de superficie et de population, a la même superficie et la même population que la Zambie. La Zambie a 9 provinces. Alors, est-ce que l'honorable Mouzito peut s'opposer aujourd'hui que le Katanga ait 4 provinces? Non. Il dit, respectons ces préalables, sinon... Effectivement, la majorité va s'engager dans une route de chèque, et lui, il ne veut pas que l'on aille dans un échec. La parole à vous, maintenant Jean-Pierre Kambila. À vous attendre tous sur ce plateau, moi je me dis, j'ai une petite conclusion, c'est moi Mathieu, c'est comme si le Premier ministre s'adressait aux dirigeants actuels, au gouvernement central. Il n'a pas vraiment les problèmes avec les ETD ou les provinces, il plaide une cause. Vous avez aussi la même perception? Non, écoutez, moi je ne vais pas chercher ce qu'il y a dans les arrière-pensées des gens. Surtout que je pars de l'idée qu'au Congo, dans un système démocratique, toute personne a le droit de s'exprimer, toute personne a le droit d'avoir des ambitions, etc., etc. Donc je n'entre pas dans ce débat-là. Ça, d'accord. Je regarde que le problème, quel est l'intérêt pour mon pays de la réaction du Premier ministre? Est-ce que nous pouvons partir dans cette direction-là ou pas? Et une fois que j'ai là, je vois que nous sommes enfermés dans un certain nombre de convictions, qui sont des fausses convictions. Bon. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais quand même corriger quelque chose. D'accord. Il faut que ça soit très clair que je n'ai jamais dit inacceptable. Ah voilà, les mots. Je ne l'ai jamais dit. Hein? Je l'avais déjà dit, mais comme Momoto est revenu là-dessus, j'aimerais être précis. C'est acceptable que le Premier ministre s'exprime, et qu'il soit pour ou contre, ou qu'il nuance, tout ça, c'est acceptable. Moi aussi, j'ai le droit. Voilà pourquoi je m'exprime. Et personne n'est en train de venir me dire, non, mais c'est inacceptable. Non. Deuxième précision qu'il faut donner. Je suis convaincu que le Premier ministre Mouzito est pour la décentralisation. Parce qu'il a été Premier ministre, on n'a pas vu une seule phrase dans laquelle il dit qu'il est contre. Il est au Parlement, on n'a pas entendu un seul jour où il a dit pour être contre. S'il était, il allait le dire. Donc, je suis d'accord là-dessus. Dernière chose,
Et ça, c'est un vrai souci. Je ne comprends pas qu'on puisse dire une province du Katanga sera aussi pauvre que celle du Bandundu. Je ne crois pas à la pauvreté de la province du Bandundu. Je ne crois pas. Le Bandundu, comme toutes les provinces du Congo, sont des provinces extrêmement riches. Pourquoi? Parce que la seule richesse, à mon point de vue, c'est l'humain. C'est la seule. Tout ce qui reste, ce sont les moyens. Et aujourd'hui, je pense que les élites du Bandundu sont capables de faire de cette province une province riche, à condition qu'ils changent de paradigme. Et ça, c'est une condition très importante et très lourde. C'est à l'homme du Bandundu de changer ou c'est au gouvernement central? On a dit ce qui bloque jusque-là. Non, avec les quatre secteurs clés. Très bonne question. Non, c'est à nous. Je ne suis pas du Bandundu, mais c'est à nous, chacun dans sa province, ou chacun dans sa province d'origine, puisqu'il est là, ou chacun dans sa province de vie, de regarder les choses en face. Et laissez-moi quand même finir mon idée. D'accord. Vous voyez, il y a des pays qui sont des grandes puissances aujourd'hui, qui, du point de vue des ressources, ont moins de ressources que du Bandundu. Vous voulez que je vous en cite deux? On y va. Le Japon et la Suisse. Et je fais exprès de prendre des pays très très haut placés pour montrer la différence. Du point de vue de ressources, le Bandundu est mieux loti que le Japon. Je mets qui que ce soit au défi de me faire la démonstration contraire. Et moi, je viendrai pour faire la preuve que le Bandundu, du point de vue de ressources, est mieux loti que le Japon et la Suisse. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Il va que nous sommes nous-mêmes volontairement enfermés dans des paradigmes terribles. J'ai entendu, j'ai beaucoup de respect, j'ai entendu sur des chaînes de télévision, ils m'ont dit, ah oui, mais Kabila veut faire travailler les gens pour rien. Oh, Kabila, moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que j'ai écrit que dans certains pays, à certains niveaux, les gens travaillent pour leur pays. Ça, c'est vrai. Et je vais vous donner un exemple. Nous sommes partis en mission au Brésil avec la CENI pour aller, comment on dit ça, contrôler les élections, observer. Observer, voilà. Comment ça se passe. Ok. Et là, j'étais accompagné par un ami, conseiller du président comme moi. Nous étions dans une salle avec la CENI de là-bas. Et maintenant, il y a un ami, c'était notre rôle de prendre des renseignements. Avec son carnet, il demande à une dame, là, il dit, mais voilà, vous êtes dans l'équipe qui contrôle les élections, comment ça se passe, comment vous travaillez, tout ça, il note. Et puis, la question arrive, il dit, mais combien vous êtes payé? Je vous dis, la dame, elle sursaute. Elle dit, quoi? Comment je suis payé? Mais qui va me payer, au fait? Qui devrait me payer? Selon quelle logique? Je suis là pour travailler pour que les choses se passent bien pour mon pays. Pour qu'on ait des élections incontestables, que ça se passe bien. Pourquoi on doit encore me payer? C'est moi qui dois payer ici, c'est pas au pays de me payer. Et c'est pas leur logique, ça. Ah, voilà pourquoi je dis que nous sommes enfermés dans un paradigme dangereux. Voyez votre question. Est-ce que c'est pas leur logique? Non, c'est pas leur logique. C'est un choix. Il n'y a pas de logique naturelle imposée. Non, il y a des choix de chemin que nous voulons faire. Et si nous choisissons le mauvais chemin, il sera mauvais. Pas parce qu'il est mauvais dans l'absolu, mais parce qu'il est fou. Je prends un exemple. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, à l'Assemblée populaire de Chine, c'est-à-dire au Parlement chinois, le médecin, il travaille, il est médecin. Quand il vient là, c'est un milicien. C'est-à-dire c'est quelqu'un que l'on ne paye pas, on le défraie. Il est député national, s'il vous plaît. Mais il doit avoir un travail. Ah oui, il est payé d'abord pour un travail. Écoutez, nous sommes sur une télévision qui est regardée dans le monde entier. Ça, donc, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas contrôlées. Et mon travail, malheureusement, c'est de savoir. Donc, je cherche toujours à savoir. Je vous dis bien, à l'Assemblée populaire nationale de Chine, le parlementaire, c'est un milicien. Et là-bas, ils ont des parlements au niveau national, au niveau provincial, au niveau des districts. À tous ces trois niveaux, ce sont les miliciens. Je ne parle pas plus bas. OK? Mais regardez chez nous. Vous allez avoir une assemblée au niveau le plus bas, au niveau de la municipalité. Je lis le Premier ministre, il met des salaires.
OK? C'est ce que prévoit la Constitution chez nous. Je ne discute pas de la Constitution. Je réfléchis et c'est mon rôle. D'accord, on y va. D'un mot que j'aime pas beaucoup, d'intellectuel, semble-t-il. Il paraît que nous sommes des intellectuels. L'intellectuel, c'est quoi? C'est la personne qui se donne le devoir de comprendre sa société et de voir si sa société fonctionne dans la bonne direction pour résoudre les problèmes de sa société. Ah, voilà. Pas ses problèmes à lui personnels. Donc ici, mon souci c'est celui-là. Vous êtes dans un pays où vous êtes pauvre, déjà ce qui est faux, parce que vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes pauvre parce que vous choisissez de réfléchir dans l'intérieur des paradigmes qui vous bloquent dans la pauvreté. Je suis sûr que le conseil municipal de la ville de Bandundu, que j'aime bien, de la ville de Kikwit, que j'aime bien, du Kwang, que j'aime bien, on peut aller dans ce conseil municipal et travailler sans être payé. Je le dis et je le répète. Et c'est la même chose pour Mbujimaï, pour Lubumbashi, pour tout le reste. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça vous demande comme temps? Soyons sérieux. Ça vous demande... qu'est-ce que ça vous demande? Ça serait bien si ça commençait avec cette Assemblée nationale. Hein? Ah, c'est pas juste taquiner les autres. Bon, non, je taquine. Non, vous taquinez, mais moi je suis sérieux. Je trouve que c'est scandaleux pour un pays comme la République démocratique du Congo d'avoir des parlementaires qui touchent plus de 10 000 $. Voilà. Je le dis ouvertement, personne ne m'a jamais tapé pour ça. Et je l'ai déjà dit. Donc je vais dans votre sens. Vous ne voulez peut-être pas le dire, mais moi je le dis. C'est un scandale que dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas assez d'argent pour faire des écoles, pas assez d'argent pour faire des hôpitaux, que nous ayons des députés nationaux qui touchent plus de 10 000 $. Mais il y a une question qui manque toujours de réponse. Il a évoqué, c'est comme si le Premier ministre s'adressait aux dirigeants actuels qui bloquent le processus. Qu'en dites-vous? Non, le Premier ministre participe à un débat. Et il a raison. Il n'a pas à s'exprimer à l'égard des X ou des Y ou de toi. Non, il s'agit de son pays, il met un débat sur la table. Et nous, par rapport à ça, nous réagissons. Voilà, moi, je ne m'adresse pas à M. Mosito. Non, je m'adresse aux idées qu'il a mises sur la table. Je crois que notre frère ici l'a dit tout à l'heure, il a mis des idées sur la table. Je me sens libre pour les critiquer et pour dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bon de penser que nous sommes dans un paradigme créé par Dieu qui dit que pour que j'utilise, pour que je travaille pour mon propre pays, il faut que je sois luxueusement payé. C'est faux. Au niveau de nos assemblées locales, on peut déjà commencer à faire une expérience où les gens viennent en miliciens. D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de temps. C'est pas vrai. Voyez-vous, ces gens, ils ont le temps d'être médecins, d'être menuisiers, d'être charpentiers, d'être maçons, et le samedi, venir consacrer une journée pour sa localité, pour voir ce qui ne va pas et faire que les choses marchent bien. Même au niveau du district, ça peut se faire, parce qu'il y en a d'autres qui le font et qui fonctionnent mieux que nous. Et ça marche. Et ça fonctionne. Je ne pense pas que le Congo, avec une gouvernance trop chère comme ça se passe maintenant, que nous travaillons mieux que les Chinois. Ils sont quand même plus avancés que nous. Et ils ont beaucoup plus de moyens que nous. Alors pourquoi nous devons dire, ah non, chez nous, nous avons un paradigme définitif. Dieu nous a créés comme ça. Dieu nous a créés moins intelligents que les autres. Il est interdit de réfléchir chez nous. On ne peut pas aller dans cette direction-là parce qu'on n'a pas compris le Congolais. C'est faux. Ça, c'est clair. Les Congolais sont comme tout le monde. Ils doivent regarder la réalité en face. Nous sommes ce que nous sommes des gens intelligents. Nous devons nous devons nous remettre en cause, utiliser les moyens que nous avons, l'énergie que nous avons pour avancer. Et notre gouvernance aujourd'hui, elle est trop chère. Trop chère. Voilà la véritable contradiction que j'ai avec le Premier ministre. Et j'aurais souhaité qu'avec l'expérience qu'il rentre plutôt dans ce débat-là, et qu'il ne s'arrête pas à un débat simplement technique. Parce qu'on paye un tel à autant, donc il faut que le bourgmestre soit payé à autant, il faut que celui-là soit payé à autant. Ce n'est pas ça le problème. Il est en train de nous suivre, bien sûr, il aura à réagir. Alors, je vous pose, vous, cette question, Steve, qui va à vous. Vous êtes cadre du Palou Fumutoto, c'est également une question à vous. Il s'adresse à qui? Parce que comme député national, il aurait fait des motions, des interpellations aux concernés, comme au cadre du parti, les Palou. Il aurait fait des mémos et autres recommandations au gouvernement. Lui, il jette des idées nobles comme ça dans la société. Il s'adresse à qui? Il n'est pas en train de le jeter dehors. Parce qu'en réalité, le Palou a d'abord combattu pour 50 ans pour qu'il y ait démocratie dans ces pays. Et la démocratie suppose que le pouvoir appartient au peuple. Et il s'adresse au peuple.
Parce qu'en réalité, ce peuple, à un certain moment, le politicien l'oublie dans leur débat politique. Attention de ne pas monter le peuple contre ses dirigeants. Non, mais très souvent, disons que c'est eux qui bloquent le politologue les 40% de rétrocession. avait dit ici que, effectivement, les débats politiques étaient depuis très longtemps, très souvent engagés à travers des disputes, des injures, mais c'est l'heure, effectivement, de montrer au peuple quels sont les vrais enjeux de la République. Mais je voudrais rapidement répondre au conseiller Kambila, parce que nous devons comprendre qu'il y a 3 processus qui sont engagés pour l'État. Il y a le découpage, il y a les découpages avec l'installation de nouvelles provinces, il y a la décentralisation politique que nous demandons, qui consiste à transférer les pouvoirs aux provinces, et il y a la décentralisation administrative au niveau des ETD, qui doit consister au transfert de pouvoirs de province et de ressources aux ETD. Ça, ce sont les préalables qu'il a donnés. Le préalable à côté décentralisation politique, mais la décentralisation administrative avec les élections locales, que l'honorable Mouzito aimerait que ça soit reporté en 2021, parce qu'il donne entre autres l'argument de moyens, et le conseiller Kambila doit savoir qu'au-delà des rémunérations, il y a le frais de fonctionnement. Si du moins il peut refuser les rémunérations, du moins le frais de fonctionnement, les conseils ne sauront pas fonctionner. Et en dehors de ça, il parle de la réalité de nos partis politiques. Je suis très content, je pense que le conseiller Kambila, objectif qu'il est, il ne peut pas méconnaître que nos partis politiques n'ont pas d'existence réelle au niveau de la base. Peut-être le PALU ou l'UDPS ou quelques autres partis peuvent faire exception, mais du moins, quand même. Espérons effectivement, mais du moins, dans cette base-là, nous, le PALU, nous reconnaissons que nous ne formons pas assez à la base. Déjà, dans nos partis politiques, nous avons tendance à croire que le pilotage, ça doit se faire à Kinshasa. Donc, au niveau de la base, nous allons recruter pour les élections locales des gens qui n'ont aucune formation et aucune vision pour la République. Ce qui fait dire à l'honorable, si je peux terminer par là, dans sa 3e tribune, que commençons d'abord avec l'installation de nouvelles provinces. Et pour installer ces nouvelles provinces, respectons le préalable, entre autres décentralisation politique, budget de l'État, etc., etc. Mais pour les élections locales, ramenons-les en 2021. Donc ne mélangeons pas plusieurs processus à la fois, sinon ça risquerait de nous amener à l'échec. À l'échec, c'est vraiment son point de vue. Alors, Fumutoto, vous avez la parole, on chute même avec l'émission, prenez au moins 2 minutes. Il donne les préalables pour réussir les découpages, à la place de créer des provinces coquilles vides, comme d'autres qui existent. Il dit avoir fin mai, donc ces mois-ci, 2015, au moins connaît déjà le projet de loi du budget consolidé de l'État. Il propose même qu'on envisage déjà le budget pour 2016 et déjà incorporer ou mettre l'état de besoin ou le budget de ces ETD. Monsieur le journaliste, est-ce possible, vu le temps? Je voudrais commencer par soutenir profondément l'affirmation faite par Jean-Pierre Kambila. Sur ce plateau. Contredire ceux qui ont toujours parlé des provinces nantis, notamment les Katanga, Kinshasa et le Bas-Congo. C'est une fausse conception de la réalité. Parce que les richesses qu'on retrouve dans ces 70 ans de provinces nantis ne sont pas tombées du ciel. Ce sont les hommes intelligents et conscients qui ont construit tous ces bâtiments, tout ce que nous avons comme avions, tout ce que nous avons comme maison. Nous continuons à dire que le Bandundu est pauvre parce qu'il n'a pas beaucoup de revenus. C'est une insulte à notre province. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas le pays qui est pauvre. D'ailleurs, tous les pays riches sont riches. Mais il y a un paradoxe. On a toujours parlé du Congo, un pays potentiellement riche. C'est faux. Il n'y a pas de pays pauvres et riches. Il n'y a que des hommes pauvres et riches. Si nous sommes forts spirituellement et nous sommes forts consciemment, nous pouvons donner au Congo le meilleur de nous-mêmes, même si le Congo n'avait pas de ressources naturelles en termes de diamants, cuivre, or. Monsieur Jean-Pierre Kambila, nous attendions ce rendez-vous-là. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de témoigner que c'est une thèse soutenable. Et quiconque ne veut pas la soutenir n'est pas conscient. Et je suis aussi d'accord avec lui sur la responsabilité de l'intellectuel congolais. Parce que Martin Luther a dit, ce ne sont pas les méchants qui détruisent le monde, ce sont les justes qui se taisent. Ce sont ces licenciés en droit, en économie, en philosophie, inconscients, ces illettrés, parce qu'ils ont terminé depuis longtemps et qui ne se réveillent plus pour contribuer pour le développement. Ne menacez pas les gens qui sont en train de nous suivre. Écoutez, monsieur le journaliste, je ne menace pas. Tu sais, si tu as été licencié en droit en 2010,
Non, en 1998. Voilà. Et que depuis lors, tu ne lis plus, tu n'entres plus dans les conférences, tu n'actives plus tes connaissances. Mais tu es devenu illettré. Mais chaque fois qu'on va engager les gens, tu viens avec ton diplôme pour dire je suis licencié en droit. Non. Les connaissances scientifiques se répètent, se renouvellent, sinon elles vont s'évaporer. Et il est démontrable que la crise congolaise est intellectuelle. Si les gens ne comprennent pas. On n'avait pas encore bien posé les problèmes du pays, mais on voulait les résoudre. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec les conseils. Répondez à ma question. Mais je n'ai pas votre question. Ne perdez pas beaucoup de temps. Rapidement. Quand Mouzoutou dit la RDC est un État sans budget, c'est sur tous les plans. Du point de vue de la loi, jusqu'à présent, le Premier ministre doit rentrer au plus tard le 31 mai pour présenter le budget de l'État à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore fait. De cette année en cours. Oui, justement, selon la loi relative aux finances et la loi relative à la libre administration des provinces. Ce n'est pas Mouzoutou qui le dit, c'est là. Ce sont les lois de la République. Et là, son Excellence le Premier ministre Matata, son Excellence le ministre d'État Michel Bongo, ils savent que ce n'est pas Mouzoutou qui leur demande cette exigence, c'est la loi. Petite parenthèse, est-ce qu'il doit incorporer dans cette loi les nouvelles provinces qui doivent être créées? Justement, c'est là où nous sommes. Non. Dans la loi, il y a une loi de programmation qui est aussi la preuve d'une violation de la Constitution parce que l'ancien article 226 disait qu'en dehors de 36 mois, on devait avoir l'effectivité de 26 provinces. Par rapport au budget, mais c'est Jean-Pierre Kaminga qui va, ne me contrediront pas. Nous pouvons affirmer qu'il y a croissance économique. Mais croissance dit quoi? Du produit national brut ou croissance du PIB, produit intérieur brut. Est-ce que le revenu national est calculé? Non. Et quel est le taux de mobilisation des recettes? Le Premier ministre Matata a prétendu mobiliser 48 milliards sur 5 ans à recettes propres. Quel est le taux de mobilisation sur les 3 ans qui viennent de consommer? Même pas 60%. Par rapport à cette présentation, le Premier ministre Matata a promis de mobiliser 10 milliards par an, mais en recettes propres. Il mobilise, par exemple, 6 milliards. Mais quel est le taux d'exécution de ces budgets? Revenons sur notre... et ma question. Oui, oui. Voilà. D'accord avec le découpage, vous le dites, il est d'accord, il a été ministre de budget, intellectuel, tout ça, mais il les repousse. Pourquoi cette... Non. Alors, je vois que mon frère Jean-Pierre Kambila n'a pas raconté la position de l'Adolphe Mouzoutou. Il n'a pas dit qu'il faut des moyens avant la vision. Il dit qu'il faut d'abord décentraliser. Ça veut dire reconnaître à ces entités leurs compétences. C'est elles-mêmes pourront avoir les ressources. Ça, c'est la première thèse. La dernière thèse, lorsque Jean-Pierre Kambila dit que Mouzoutou est marxiste de gauche, mais il passe en audace, ça veut dire qu'il ne revient pas avec les valeurs de la gauche. Non, il ne l'a pas bien compris. Les partis lumumbistes ou les lumbistes en général ne sont pas de gauche marxiste. Parce qu'à travers le monde, nous avons connu des catégories de gauche. Il y a la gauche marxiste qui est dictatoriale, ça veut dire la dictature prolétarienne, qui voudrait que s'ils arrivaient au pouvoir, plus personne en termes d'individus, de libéraux au marché. Et il y a la gauche socio-démocratique où nous trouvons les PALU, le PPRD, l'IDPS, qui dit que même s'ils arrivent au pouvoir, ils vont collaborer avec les autres mouvements, personnalités, organisations sociales. Donc il ne revenait pas à lui, M. Jean-Pierre Kambila, de coller à Mouzoutou un titre et de le juger dans le titre que lui-même ne porte. D'accord, Fumutoto. Enfin, les bénévolats. Les bénévolats n'est pas normal. Nous n'avons pas besoin de... Ce n'est pas un bénévolat. Vous travaillez d'abord et vous n'êtes pas payé. C'est l'apostolat. Non, en politique, ce n'est pas important. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a deux visions de société ici. On a comme l'impression que le salaire de 10 000 $ pour les députés, c'est trop. Je dis que ce n'est pas beaucoup. Mais ce qui est déplorable, oui, ce n'est pas beaucoup pour un député. En Angola, les députés, combien? Le problème, ce n'est pas que le salaire est grand. Le problème, c'est que ces gens-là pouvaient avoir ce travail, ce salaire même de 15 000 $ et de bien travailler pour le peuple. Et leur production devait guérir la société. Ce qui est mal, c'est qu'on peut beaucoup payer ou moins payer, mais ces gens ne travaillent pas pour le pays. D'accord, Fumutoto. Et de conclure en quelques secondes. Un mot, on conclut. Bon, on me reproche de ne pas avoir tenu compte de frais de fonctionnement. Je crois que ce n'est pas vrai. Cher ami, parce que quand vous lisez mon article, vous verrez très bien que je pose cette problématique-là et je tiens compte de cela, chiffré d'ailleurs, en prenant les chiffres du Premier ministre, Adolphe Mouzoutou, pas de quelqu'un d'autre. Non, les frais de fonctionnement sont inévitables, mais seulement la hauteur de ces frais-là, c'est les hommes qui le font. Et je suis sûr que les hommes responsables peuvent tenir compte de la réalité de leur province et d'investir dans ce fonctionnement le niveau adéquat. Parce qu'on n'y va pas pour s'enrichir.
On n'est pas des mercenaires, nous travaillons pour notre pays. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça, je n'ai pas compris, donc je ne conteste pas. Mais j'aimerais comprendre. J'espère qu'un jour, il va dire pourquoi. Quel est le calcul du Premier ministre lorsqu'il souhaite que l'installation de province soit reportée à 2021? Non, pas l'installation, les élections locales. Les installations, il en veut même maintenant. Mais on doit tout simplement respecter les préalables. Même au même moment qu'on est en train voyez, de... c'est là le piège. C'est là le piège. Merci d'avoir répondu. C'est là le piège. Maintenant, quand on va installer jusqu'à 2021, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, c'est que nous rentrons dans un processus. Et c'est cette distance-là, c'est pendant ce temps-là que nous allons apporter, transférer de médecine, transférer les connaissances d'agriculture, transférer les connaissances, les compétences au niveau agronomique, etc., etc. Voilà ce que moi j'appelle, et ceux qui pensent comme moi, le processus de mise en place des provinces. S'il vous plaît, on décide. S'il vous plaît, Fumutoto, s'il vous plaît. C'est depuis 2006. S'il vous plaît, Fumutoto, s'il vous Cher plaît, ami, à vous les tous. pays comme la France, Vous avez compris, ils sont dans mesdames et messieurs. la tentative de régionalisme. S'il vous plaît, Jean-Pierre Kambila. S'il vous plaît. La faisabilité, c'est après. Mesdames et messieurs, vous avez suivi que vraiment on n'a pas épuisé toute la matière, c'est en série. Merci à vous, Jean-Pierre Kambila, vous êtes cadre du PPRD, d'avoir répondu et d'être sur ce plateau face à Fumutoto, il est de la troisième voie, pour ses idées. Et Steve Kivuata, il est cadre du Palou. Merci d'avoir répondu à notre invitation et très bonne continuation sur votre chaîne. Merci à vous.